à tous pour et bienvenue à notre Brain Up numéro 11, déjà le 11e. Merci à tous d'être là, à nos participants, à nos intervenants. Aujourd'hui, sur le thème de ce Brain Up, on va s'intéresser à la digitalisation dans le monde du transport et en particulier son impact sur la décarbonation. Est-ce qu'on a besoin de digitaliser pour décarboner et quels sont les liens entre le monde de l'informatique, de la data et les enjeux de transition énergétique, écologique, environnementaux, sociétaux dans le monde du transport. Donc, je suis Benjamin Debuté, CEO de DC Brain. J'ai le plaisir d'animer ces échanges. Aujourd'hui, pour tenter de répondre à cette question, 3 intervenants de qualité, comme d'habitude, on va dire. Je vais commencer par vous, Julien. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Oui, bonjour à tous. Julien Poisson, donc je suis depuis 5 ans chez Manutan en charge des sujets de prévision de vente et d'approvisionnement pour le groupe Manutan à travers l'Europe. Merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté de venir partager des retours d'expérience sur cette thématique de décarbonation et de digitalisation. J'enchaîne avec Isabelle. Isabelle, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Avec plaisir. Moi, je suis Isabelle Doc. Je travaille chez Generix Group, qui est aussi une société qui édite des logiciels, notamment pour l'exécution de la supply chain et la visibilité. Et j'ai un rôle d'animation de la gamme supply chain chez Generix, l'animation produit. Merci Isabelle. Et puis pour finir, Lucille, tu travailles chez DC Brain au poste de Chief Product Officer. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Chief Product Officer chez DC Brain depuis le mois de septembre. Et mon rôle est de porter la vision produit et de collaborer avec les équipes de construire un produit de qualité et qui réponde aux enjeux et aux besoins de nos utilisateurs et de nos clients. Parfait, merci beaucoup. Avant de commencer le Brain Up, quelques mots comme d'habitude pour les plus aguerris d'entre vous sur la plateforme. Pour vous présenter un peu la plateforme, alors il y a trois boutons en bas de votre écran. Le premier, c'est le chat. N'hésitez pas à interagir avec nous, avec l'ensemble des participants, à dire bonjour. Je vois que Pascal et Pierre l'ont fait, merci à eux. L'autre onglet, c'est l'onglet questions. Vous pouvez interroger les speakers durant leurs interventions, puis on essaiera de répondre aux questions. Si une question a déjà été posée, vous pouvez aussi la liker pour qu'elle remonte dans les votes. Et puis, le dernier sujet, c'est l'onglet sondage. On va vous poser 6 questions à vous pendant le Brain Up sur les sujets de digitalisation, sur votre niveau de maturité dans la digitalisation, sur les impacts sur la décarbonation. Évidemment, n'hésitez pas à répondre. Les réponses sont anonymes et nous permettront de rebondir et d'alimenter les débats. Donc voilà, merci à tous. Je propose qu'on commence tout de suite par la revue de presse. Alors, rapidement sur la digitalisation et la décarbonation, évidemment que ce sujet est d'actualité. Je rappelle, le gouvernement veut faire de la France un des leaders mondiaux des transports décarbonés et digitalisés. C'est à travers sa stratégie d'accélération transport que le ministère de Transition écologique vise à faire de la France l'un des leaders mondiaux des transports décarbonés et digitalisés. Donc, il y a une vraie ambition politique, évidemment, qui vient répondre aux enjeux sociétaux, environnementaux. Pour répondre à cela, il y a plein de leviers. On les a abordés lors de Brain Up, mais il y a le report modal, l'évolution de la réglementation, l'évolution des motorisations, mais aussi la digitalisation, la mise en place de nouveaux systèmes informatiques, on va dire l'évolution de la maturité sur les données. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de retours d'expériences positives sur cette digitalisation avec des impacts concrets sur la décarbonation. Je rappelle un chiffre qui est important. Le transport de marchandises en France, c'est 10% des émissions CO2. Donc c'est considérable, c'est un enjeu évidemment d'actualité partagé par tous les acteurs. Et on va voir aujourd'hui que la digitalisation est une des solutions, voire un des prérequis à cette décarbonation. Le premier article qu'on a sélectionné aujourd'hui s'intitule « Le gouvernement dévoile sa stratégie de digitalisation et de décarbonisation ». Alors, décarbonisation, ça m'a fait un peu sourire, des transports. Cet article revient néanmoins sur la stratégie de digitalisation
décarbonation des mobilités qui a été présentée par le gouvernement français en 2021 et inscrite au sein du programme d'investissement d'avenir PIA4, ce qui a permis d'injecter des fonds dans des innovations, dans des sociétés, dans des projets collaboratifs qui visent, in fine, à digitaliser le monde du transport. Donc, l'ambition du gouvernement, c'est bien de faire émerger une offre française de solutions de transport et de logistique innovantes, compétitives, décarbonées, qui pourra se déployer en France, mais aussi à l'international. Plusieurs leviers d'action qui ont été identifiés dans cette stratégie. Le premier, c'est la mise en place ou l'aide à l'innovation pour le développement d'une plateforme d'homologation de la mobilité autonome. Évidemment, on pense très fort à l'intelligence artificielle dans ce cadre-là. La compétitivité des transports de marchandises depuis les portes d'entrée et de sortie sur le territoire. Et puis, un autre sujet qui a été évoqué, c'est le ferroviaire. Évidemment, le ferroviaire, c'est un peu le serpent de mer de la décarbonation du transport. Il y a un objectif très fort qui est de doubler son utilisation d'ici 2030. Pour cela, il va devoir mettre plein d'actions, investir dans les infrastructures, dans les sillons. Il y a des sujets de qualité de service aussi auxquels on pense, mais aussi de digitalisation. À ce sujet, je tenais à citer et à féliciter l'acteur français Eversense qui propose un TMS dédié au ferroviaire, aux actions au transport ferroviaire, qui a annoncé la semaine dernière une très belle levée de 6 millions d'euros, comme quoi la digitalisation du monde du transport, ça fonctionne et ça avance. Ça me permet d'enchaîner tout de suite sur l'article numéro 2 avec un focus sur ce fret ferroviaire qui se digitalise aussi, avec un article qui s'intitule « Comment le projet Monitor veut digitaliser le fret ferroviaire » qui a été publié dans l'usine nouvelle. 1 an et demi après le lancement de la stratégie d'accélération est né ce projet, le projet Monitor, lancé par Webtec, par Fret SNCF et par RDT 13, qui est le premier projet d'innovation de la coalition Fret ferroviaire français du futur, on peut intituler 4F, pour accélérer le développement de l'industrie du fret ferroviaire en Europe. Le but, c'est de doubler la part modale du ferroviaire, d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement, d'améliorer l'efficacité des trains, d'accélérer la mise en place de nouveaux sillons, de mieux contrôler le système de freinage, donc d'améliorer les process opérationnels, etc. Un exemple de digitalisation, en équipant les wagons de capteurs pour surveiller, prévenir les risques de déraillement, de serrage de frein, pour réduire le temps de préparation, on espère réduire le temps de mobilisation et puis du coup on espère augmenter le taux d'utilisation de ces ressources. Comment ? C'est grâce à la donnée tout simplement. Et pour finir sur ce point-là, un dernier article qui a été publié par Madines sur la data qui s'intitule « La data, le levier d'une mobilité fluidifiée et décarbonée ». Effectivement, dans cet article, on est revenu sur la data comme un vecteur d'optimisation de la mise en place de réseaux d'avitaillement, en particulier dans l'électrique. Donc Aurélien Demeaux, CEO d'Electra, invité de l'émission est cité par l'article, qui est revenu sur le projet de déploiement de bornes de recharge ultra rapide, et je le cite, pour implanter 2000 stations dont le coût d'investissement s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros, il est nécessaire d'identifier les lieux les plus sensés. Donc, on va utiliser, le but, c'est d'utiliser les données de trafic, d'utiliser les données comportementales pour mieux mettre en place, pour optimiser la mise en place de ce réseau. Ça rejoint d'ailleurs une autre initiative que je cite, que vous ne trouvez pas dans l'article, qui est le Smart Port Challenge qui a été lancé par CMA-CGM, qui est un challenge. Donc, CMA-CGM a souhaité travailler avec des startups pour définir, modéliser le meilleur réseau d'avitaillement d'énergie, on va dire bas carbone pour le transport routier. Donc, ils sont en plein projet. Donc, on verra demain ce qu'il en sera. Mais voilà, c'est un projet. L'idée fondamentale, c'est utiliser la donnée pour mieux construire les infrastructures d'énergie de demain. Voilà, c'était tout pour la revue de presse. Évidemment, aujourd'hui, on va débattre de cette notion de data, digitalisation, de système d'information. Et je propose qu'on passe à la première partie avec Julien. Merci.
Bonjour à tous et merci pour la revue de presse hyper intéressant. L'idée, c'était de pouvoir partager avec vous ce qu'on est en train de faire chez Manutan. Donc en quelques mots, Manutan, on est un distributeur d'équipements et de fournitures aux entreprises. On existe depuis plus de 50 ans. On est une société familiale. En fait, on connaît beaucoup en France, mais on distribue partout en Europe, dans 17 pays et 27 filiales, plus de 2000 salariés. Quasiment 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, si tout va bien, ils seront peut-être atteints cette année, je nous le souhaite. Pas mal de clients, beaucoup de références et des plateformes logistiques qui sont assez importantes. Voilà pour l'explication de ce que c'est Manutan. On a mis en place une stratégie RSE de manière assez récente. Pourquoi? Tout d'abord, parce que nos clients nous le demandent. Et donc on a travaillé d'abord sur l'aspect produit. On a mis en place et on distribue plus de 30 000 produits éco-responsables à l'heure d'aujourd'hui. On a récemment acquis une société qui s'appelle ZAC et qui fait maintenant partie de Manutan, qui collecte et revalorise les déchets, notamment les déchets informatiques. Et puis on a mis en place un bureau qui est 100% recyclé. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect client. Le but est vraiment pour ces clients. Nos clients nous le demandent, on le réévoquera après, mais c'est une vraie demande de ceci. L'autre point, c'est pour nos collaborateurs, et ça fait partie de nos objectifs, ce que je vous présente, c'est vraiment ce qu'on présente à tous les collaborateurs, ça fait partie de nos objectifs en interne, tout d'abord sur ce que c'est la RSE. Donc ce que je vous montre ici, c'est une copie d'écran d'un module de formation qu'on doit effectuer en ce moment. L'autre point, et je l'ai pas dit dans la présentation, mais je suis animateur de la fresque du climat. D'un point de vue personnel, mais aussi pour l'entreprise. Donc on a fait le choix de former nos collaborateurs à la fresque du climat pour qu'ils comprennent mieux les causes et conséquences du réchauffement climatique. Et donc après, qu'ils puissent aller dans la mise en œuvre de solutions, à la fois d'un point de vue personnel et aussi au sein de Manutan. Le dernier point, c'est l'objectif. L'objectif pour nous, c'est de réduire de 5% nos émissions de CO2 par an avec un objectif de neutralité carbone en 2050. Alors c'est de manière assez classique, mais je vous présente les 3 steps, step 1, step 2 et step 3. Vous voyez que je vous ai mis en vert là où nous on agit. La première partie, c'est le transport. Ça a été très justement dit. C'est un gros levier pour nous. On a aucune flotte en interne. On achète 100% de notre transport. Et on s'est récemment lié à Fred 21 pour vraiment, pour qu'ils nous aident à réduire nos émissions carbone. On vient de passer la première année. On a réduit de 2% nos émissions par rapport à l'année dernière. Alors c'est encore peu, mais c'est assez traditionnel. Pour cette année, on a vraiment des grands objectifs et la première chose a été de mesurer. On va en rediscuter juste après. Après, les autres émissions pour nous, c'est du produit. C'est du produit en grande partie, puisqu'on ne fait qu'acheter ces produits. Voilà. Avec tout ça, en fait, c'est juste de revenir sur les fondamentaux. Pourquoi on fait ça? La première chose, comme je l'ai dit, c'est nos clients. Nos clients nous le demandent et ils nous demandent d'aller vite. Parce que en fait, ils ont des fortes pressions et puis il y a des organismes publics sur lesquels il y a des engagements qui sont pris. L'autre point, c'est il faut pas se mentir, c'est aussi des avantages concurrentiels. Voilà, si on est les premiers, c'est des marchés qui sont que l'on peut récupérer. Donc c'est vraiment des objectifs pour nous vis-à-vis de la concurrence et donc on le voit. Et puis le dernier point classique, c'est la régulation. Voilà les autorités. Alors on était coté en bourse il y a encore peu de temps, on l'est très récemment plus du tout. Mais en fait il y a des obligations légales pour les entreprises cotées en bourse à partir de janvier 2024. Voilà, c'est ce qui est fait aujourd'hui pour les entreprises cotées en bourse. Je pense, sans dire trop de bêtises, que ça sera le cas pour l'ensemble des entreprises très rapidement. Et on avait beaucoup de données qui étaient avant tout financières. Et maintenant, on va intégrer ces données RSE et dont les émissions carbone font partie. Voilà. Le dernier point qui est extrêmement important, en fait, c'est pour nous qui achetons le transport, en fait, c'est pas notre métier de consolider ces datas. Voilà, nous, on doit livrer d'un point A à un point B. On a du prix, on a du délai,
Et voilà, c'est globalement et de la qualité de service puisqu'il faut bien livrer. Il y a une nouvelle composante qui rentre en œuvre et sur lequel le marché était encore assez peu mature, mais en fait c'est un marché qui va au-delà de la décarbonation, autour de combien de kilomètres je vais faire, combien de kilowattheures, combien de kilos sur mes colis, combien de personnes pour toute cette partie RSE. Et en fait, nous, c'est pas notre métier. Et ce qu'on a commencé à faire avec Fred 21, c'est de faire des calculs manuels, et qu'on fait pour chacun de nos pays. Donc, on a 17 pays sur lesquels on livre nos clients. Et en fait, on le fait manuellement, donc ça prend du temps. Euh, c'est peu efficace. C'est souvent, enfin voilà, c'est pas en temps réel. Et en fait, on n'avance pas à la vitesse qu'on voudrait. Et donc voilà, c'est un peu ma conclusion qui est le sujet d'aujourd'hui. Mais en fait, on se rend compte que pour décarboner, il faut mesurer. Donc la première chose, c'est de mesurer. Et le point pour mesurer, en fait, le mieux, c'est de digitaliser parce qu'on a une entreprise internationale et sur lequel on peut pas faire des morceaux par morceau. Il faut avoir le plus de données le plus rapidement possible pour pouvoir vraiment agir et trouver les leviers avec nos transporteurs, avec nos transitaires pour la partie amont, de façon à ce que, en fait, on arrive à ces objectifs. Sinon, c'est honnêtement tout bonnement impossible. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est un plan d'action, c'est le début d'une histoire qui est nouvelle pour les entreprises, sur lequel il faut aller vite, comme je le disais, mais sur lequel on a vraiment pour objectif de répondre à ses besoins clients, de répondre aussi à la planète. Ce n'est pas que pour nos clients, j'en ai beaucoup parlé, mais on le fait aussi parce que ça fait partie de nos objectifs d'entreprise. Voilà, on a un indicateur qu'on a mis en place qui s'appelle le With Love Planet et sur lequel on veut contribuer, on veut contribuer nous aussi en tant qu'entreprise à cette décarbonation. Voilà, merci beaucoup. Et puis je laisse la parole pour la suite générique sur la partie digitalisation. Avant de passer la parole à Isabelle, on va quand même approfondir un peu le débat. Merci beaucoup, Julien, pour ce discours assez inspirant sur effectivement le rôle des entreprises, le rôle de chacun dans cette transition énergétique, environnementale. J'avais une première question peut-être à vous poser. Quelles ont été les difficultés dans ce changement, dans ce plan d'action, dans la mise en place de ce plan d'action autour de la data, mais aussi on parle aussi beaucoup de change management. Est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties depuis on va dire 2 ans comme grand point de difficulté? Effectivement, en fait, on a embauché une directrice RSE il y a 2 ans maintenant. Alors c'était bien, en fait, c'est un bon point de départ. Le point, c'est que la décarbonation, ou en tous les cas la mise en place d'une politique RSE, elle se fait à tous les niveaux. Et donc en fait, je vais pas dire qu'il y a eu des difficultés parce que on est tous conscients de ça et c'est des choses dont on parlait chez Manutan, mais sans vraiment avoir de plan d'action. En fait, il y avait des choses qui étaient faites de manière hétérogène. L'arrivée de cette directrice RSE a permis d'homogénéiser tous nos besoins. Et puis après, c'est surtout ce qui a été mis en place et pour moi qui est un vrai levier extrêmement positif pour nous, c'est d'avoir mis des ambassadeurs. On a travaillé avec des ambassadeurs qui sont des opérationnels dans nos équipes et qui en fait contribuent à leur niveau à décarboner. Alors on peut prendre des exemples. Je trouve que on aime bien rigoler de ce qui se passe chez par exemple McDonald's qui a mis en place voilà une politique de recyclage de leurs déchets en leur disant c'est pas assez bien, vous travaillez que sur la partie faut travailler sur la partie viande parce qu'elle est très émettrice, mais en fait c'est chaque petite action qui va mener à des grands résultats. Et donc nous on a travaillé sur la partie en entrepôt, sur la partie des cartons sur lesquels on livrait à nos clients. On a travaillé sur nos appels d'offres transport pour justement inclure du transport plus vert que ce qu'on a aujourd'hui. Et en fait c'est ces petites actions qui mènent à 2%. 2% c'est pas beaucoup, mais c'est 2% quand même. Donc voilà, c'est pas des difficultés parce que l'entreprise a compris le changement. Mais en fait, on s'y met. La grosse difficulté, c'est quand même on en revient au sujet du jour. C'est les initiatives sont bien, mais de voir les gains, le calcul des gains est quand même complexe parce que on a tout est fait manuellement. Voilà.
Est-ce que d'ailleurs, je rebondis sur ce point-là, sur la difficulté de la digitalisation, est-ce que vous pourriez rentrer dans les détails d'un projet qui était un peu complexe? Qu'est-ce qui a été difficile? C'est la maturité data, c'est la compétence des équipes, c'est la taille des équipes? Euh, alors, on le vit avec nos transporteurs. En fait, on a des transporteurs sur lesquels nous, on doit demander de la data et des transporteurs qui n'ont pas toutes ces infos-là. Donc, en fait, pour récupérer ne serait-ce que 100% de la donnée, c'est déjà Hmm. complexe. Donc, en fait, nous, dans nos plans d'action, on est en train de mener des appels d'offres avec nos transporteurs et ce critère de la capacité déjà à calculer leur empreinte carbone rentre dans les critères, je vais pas dire complètement dans les prérequis, mais il est un niveau qui est beaucoup plus haut qu'il pouvait l'être il y a 2 ou 3 ans. Hmm. Je me tourne maintenant peut-être vers Isabelle. Ces prérequis, ces facteurs clés de succès sur le change management dans le déploiement de nouveaux outils, est-ce que vous les percevez aussi de l'autre côté de la lorgnette, côté éditeur? C'est un élément clé, digitaliser, ça veut dire mettre en place des automates pour aider à la décision et ces décisions sont réputées meilleures que celles que l'être humain peut prendre si elles sont nourries de plus d'informations. Donc le point clé, c'est la donnée. Et la donnée, elle est malheureusement pas que dans l'entreprise. Déjà dans l'entreprise, c'est un challenge de collecter l'information, de l'homogénéiser et puis d'apprendre aux personnes aussi à la saisir, enfin à la renseigner dans les systèmes qui sont connectés pour la centraliser et l'exploiter derrière. À tous les niveaux, c'est pas que sur l'aspect décarbonation, c'est vrai pour les CRM, c'est vrai pour tout, pour les outils financiers. Il y a un vrai challenge déjà interne d'éduquer le, les, les acteurs, enfin ceux qui créent la donnée, à la mettre dans des systèmes et puis ensuite d'avoir une architecture de ces systèmes pour pouvoir collecter, exploiter. Et alors le cran est encore plus élevé quand il s'agit de collecter la donnée qui se trouve chez les partenaires. Quand c'est chez des fournisseurs, des prestataires avec lesquels on a une relation de clients fournisseurs, et plus on est gros clients, plus on a du poids sur ses fournisseurs, ça se fait. Enfin, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le domaine, et déjà quand j'ai commencé, on travaillait sur des aspects collaboratifs où les distributeurs et leurs fournisseurs devaient échanger de la donnée pour permettre aux fournisseurs d'exécuter un certain nombre d'opérations à la place du distributeur. Et donc dans ce contexte où le client était demandeur, il a vraiment réussi à imposer à ses fournisseurs de mettre cette donnée à disposition, voire même d'exécuter certaines tâches à cette place. Donc voilà, on parle aussi, finalement, je trouve que ce soit pour décarboner, que ce soit pour réduire les coûts, améliorer la performance, on a toujours ce contexte de collaboration où il faut arriver à mettre en place un système vertueux qui apporte des bénéfices pour tous ceux qui vont avoir à mettre un effort. Donc ça a l'air tout basique ce que je dis, mais si on demande à un transporteur, pour revenir un peu plus sur le sujet transport, de partager sa donnée, il faut qu'il ait un gain derrière ça. Donc, soit qu'on va l'aider à mieux calculer ses propres émissions, bon, parce qu'il serait un peu juste en termes d'outillage pour le faire, soit qu'on va lui permettre, pourquoi pas, d'avoir un benchmark par rapport à ses concurrents, soit que, voilà, en tout cas, il y a cet enjeu-là de motiver en interne et en externe les personnes à mettre la donnée dans le système. Une fois qu'on a la donnée dans le système, là, on peut commencer à travailler et à trouver des pistes d'optimisation, d'exécution. Enfin, j'en parlerai un peu plus dans ma présentation. Merci beaucoup Isabelle. Effectivement, aujourd'hui, je ne sais pas si on détaillera trop ce point-là, mais on parle de collaboration de plus en plus forte entre transporteurs et donneurs d'ordre, en particulier sur les aspects décarbonation. Sans collaboration entre les deux, sans partage des gains ou partage des surcoûts, ça sera aussi compliqué d'avancer. Je relais juste les résultats du sondage. On a posé 2 questions aux participants au BrainUp. Avez-vous lancé la digitalisation de vos processus pour décarboner? Et globalement, il y a 50% qui disent non, et l'autre partie qui dit en cours ou oui. Donc, on voit bien qu'on est sur un moment de bascule, je pense, sur une tendance. Et puis, l'autre question, c'est quel est votre objectif de réduction CO2 par an? Et là, la majorité, 2 tiers environ, n'ont pas d'objectif défini.
Et je vous pose du coup la question, Julien, effectivement, vous avez parlé, première étape, définir un objectif, puis après, mettre en place les moyens d'aller mesurer, donc capter de la donnée pour mesurer. La mise en place de cet objectif, comment ça s'est fait avec l'ensemble des parties prenantes de Manutan? C'est une bonne question. L'idée, il faut définir des objectifs qui soient quand même relativement ambitieux, mais de l'autre côté, qui soient pas complètement irréalistes. En fait, on peut pas aller aussi vite qu'on voudrait. 2050, c'est à la fois, c'est bientôt, mais en fait, on voit qu'on a encore beaucoup d'efforts à fournir. En fait, une fois que cette donnée, elle sera beaucoup plus automatisée et digitalisée, plus on pourra mettre d'objectifs. En fait, le moins 5%, il est sur une partie du scope 1, donc sur lequel on a été capable de mesurer. Il n'est pas sur l'entièreté de notre scope. Donc en fait, on n'est que sur une première partie. Enfin, si on reprend ce côté un peu, cette vision de projet informatique, c'est de dire, on est encore sur un POC de tout ce qu'on est capable de faire, et donc de proof of concept, et sur lequel on essaye déjà d'améliorer ce qu'on est capable de mesurer. Et déjà, voilà, c'est cet objectif de 5%, il est mis en target. Le point où on détaille plus, c'est qu'on va aller, on s'est même défini par trimestre des objectifs. En fait, on a décomposé ces 5% avec des objectifs par trimestre pour vraiment suivre l'avancée de cette chose et pas de se dire, bon, bah, voilà, on fait la mesure une fois par an et puis on voit les résultats et puis, bah, si on n'est pas à 5, bah, tant pis, on essaie vraiment de le suivre de manière, régulière pour en fait à atteindre nos objectifs. En fait, le but c'est quel que soit l'objectif, c'est de l'atteindre. C'est encore une fois, que ce soit n'importe quel type d'objectif, des objectifs SMART permettent de dire qu'on y est et qu'on est dans la bonne direction. C'est aussi enclencher le mouvement. Je le disais, le mouvement, ce n'est pas que la directrice RSE, ce n'est pas que notre board, c'est tout un chacun dans nos actions au quotidien, qu'elles soient sur la partie transport, puisque voilà, on a effectivement pas mal de travail à faire, mais aussi sur tout ce qu'on fait tous au quotidien d'un point de vue individuel et au titre de l'entreprise. Parfait, merci beaucoup Julien, c'est tout à fait, je partage tout à fait ces messages-là. Je propose qu'on plonge dans la partie peut-être un peu plus informatique avec Isabelle tout de suite. Voilà, alors je vais passer. Yes, ça marche. La slide. En fait, il y a deux grands thèmes autour desquels je voulais vous partager avec vous concernant la digitalisation pour décarboner. C'est surtout pour mettre en évidence comment le digital rentre au service de choix qui peuvent être de choix faits par les entreprises à différents niveaux. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux que de reprendre ces niveaux stratégiques, tactiques, opérationnels pour expliquer les différents choix. C'est très lié à quand on est sur stratégique, tactique, opérationnel, on n'est pas du tout sur les mêmes, comment on peut dire, horizons de projet ou de réalisation, et le digital va pouvoir accompagner en fonction de chacun de ces horizons de manière différente. On prend le premier exemple par exemple, alors c'est là on est sur le choix des modes de transport, évidemment pour décarboner c'est un élément clé, le report, on appelle ça souvent le report modal. Le report modal, il peut être fait déjà au niveau stratégique. Est-ce que j'ai des entrepôts en branché fer pour avoir une perspective de passer par du rail? Est-ce que je suis proche d'un fleuve? Comment je gère en fait ces contraintes d'un point de vue stratégique, peut-être de localisation, relocalisation de mes moyens de production ou de mes moyens logistiques, ou comment je travaille sur la notion d'infrastructure pour mettre ça en place. Et là, c'est des coûts tellement énormes, bien sûr, quand il s'agit de ne serait-ce que mettre en place un nouveau site logistique pour pouvoir avoir des flux plus verts au total, sans parler des usines. On va avoir besoin de la donnée encore une fois et de la digitalisation, pour collecter la donnée, deux surtout pour faire des simulations et des calculs assez
assez balèze, on va dire, de simulation des gains en termes d'impact carbone, si l'objectif est de décarboner, et versus les coûts que ça engendre. Puisque bien sûr, même si on se donne des objectifs de décarbonation, on ne peut pas faire ça au détriment de la performance et de la rentabilité de l'entreprise. Donc, bien entendu, cette équation globale qui prend tous les critères, tous les objectifs, toutes les contraintes et tous les coûts, souvent c'est avec un outil digital. En tout cas, c'est avec l'appui du digital qu'on va pouvoir se faire une religion et prendre une décision de monter ou pas un projet de stratégie. Là-dedans, il y a le choix du mode, mais il y a aussi, par exemple, le choix d'équipement des entrepôts. Est-ce que on a beaucoup vu hier, cérémonie des Agora Awards, ces nouveaux entrepôts complètement verts avec les panneaux photovoltaïques sur les toits. On parle aussi d'entrepôts capables de produire de l'hydrogène pour alimenter les camions. Donc il y a beaucoup d'options comme ça, mais bien entendu ça se calcule et ce sont des choix stratégiques portés par des outils d'aide à la décision digitaux. Et après, on peut passer aussi sur le choix du mode de transport d'un point de vue opérationnel, puisque le choix du mode de transport, une fois qu'on a référencé ces transporteurs, en tout cas établi des plans de transport plus ou moins flexibles, évidemment, au quotidien, et même on continue dans la journée de travail, il faut aller trouver le bon moyen et le bon prestataire quand on n'est pas 100% propriétaire de sa flotte. Si on a que sa flotte à 100%, évidemment, c'est le moyen dans la flotte. Mais si on n'est pas propriétaire de sa flotte ou en flotte louée, il va aussi falloir choisir le prestataire. Donc ça, c'est des calculs d'aide à la décision qui sont classiquement faits dans des outils qu'on appelle les Transport Management Systems, les TMS, qui vont considérer pour faire ces choix-là à la fois les éléments de capacité, évidemment, des moyens de transport par rapport à ce qu'on a transporté, mais également les notions de coût et de plus en plus les notions d'impact carbone. On a des moyens / des prestataires avec des prestataires qui ont leur flotte et c'est évidemment hyper riche d'intégrer dans des modèles de choix, en tout cas de pouvoir simuler l'impact carbone d'un choix donné. Alors là, je parle plutôt pour des chargeurs professionnels, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a aussi des études et des tentatives qui se font pour même aider le consommateur final sur c'est quoi l'impact de mon impact carbone si je décide de décaler la livraison d'une journée parce que je peux attendre une journée de plus. Parce que qu'est-ce qui se passe derrière, c'est que le fournisseur il peut optimiser son transport, alors ça va lui coûter à la fois moins cher en euros et en impact carbone. Donc voilà, ça c'est donc des décisions qui sont généralement assez faciles à automatiser. Les critères, les modèles sont pas forcément très complexes sur le choix du moyen et le choix du prestataire. Là où ça se complexifie et où notamment DeciBrain peut intervenir, c'est quand on a un réseau complexe et qu'on essaye d'optimiser encore un cran au-dessus, c'est-à-dire non seulement je choisis dans quel camion je vais mettre ma marchandise ou quel moyen de transport je vais mettre ma marchandise, mais aussi je choisis quelle est la route et comment je vais livrer mes commandes en fonction de tous mes points de départ, tout mon réseau, en fait, mon réseau logistique. Donc ça aussi, c'est un cran supplémentaire et ça accompagne des sociétés qui ont une complexité ou une opportunité, en tout cas, d'optimiser leur flux à l'intérieur d'un réseau assez dense. Voilà. Alors, je vais passer à la slide suivante dès que ça m'aura reconnecté. Non, il veut pas me le passer. Ah, ça y est. Ah non, mais alors du coup, il m'en a passé plein d'un coup. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Et alors là, j'arrive, c'est trop petit, je n'arrive plus. Ah si, là, j'arrive mieux à lire les slides. Voilà, donc le deuxième levier après le choix du mode, c'est d'organiser les flux. Alors, en fait, là où on va le moins consommer de carbone avec le transport, c'est quand on va le moins rouler. Pour prendre l'exemple du transport routier, bien sûr. Donc un des objectifs, mais recherché par les organisations et les équipes de transporteurs et de chargeurs depuis bien longtemps, c'est de réduire le nombre de kilomètres parcourus par les produits.
Et là aussi, il y a 2 niveaux pour lesquels on peut aller chercher de l'optimisation avec le digital. C'est le niveau tactique et le niveau, encore une fois, opérationnel. Au niveau tactique, on va avoir des exemples, par exemple, des exemples j'ai encore parlé de collaboration une fois de plus. Mais là, c'est plutôt de la collaboration horizontale, c'est entre des acteurs, entre des chargeurs, par exemple, qui vont aller livrer les mêmes clients, ou entre des chargeurs qui stockent leurs produits aux mêmes endroits, d'arriver à mettre en place une organisation, alors exécutée, animée au quotidien par un outil collaboratif et digital, de mettre en place ce qu'on appelle une mutualisation du transport ou des stocks dans les entrepôts. Ça, c'est extrêmement vertueux parce que, bien entendu, on augmente le volume à transporter vers un même point de destination, mathématiquement, puisque on fait plus de chargeurs ensemble qui vont livrer les mêmes clients à partir d'un même site. Et donc, on a des camions beaucoup plus optimisés, pratiquement naturellement, sans faire plus de calculs que ça. C'est le volume qui va apporter la massification, en fait, qui va apporter cette et puis, il y a un autre point au niveau tactique qui peut être mis en place, c'est d'arriver à calculer dynamiquement le plan transport. Donc là, on rattache le niveau tactique aussi avec DCBrain. Hein, c'est quoi les choix des routes, par quel entrepôt je passe, par quel point en fait de mon réseau je décide de passer, considérant l'ensemble des coûts, les coûts étant les coûts de kilomètres parcourus, mais là dans ce contexte, c'est aussi les coûts de rupture de charge. C'est-à-dire, je peux faire des camions complets au départ de mes principaux fournisseurs ou usines, ou de mes gros entrepôts, et puis passer par des hubs pour ensuite redispatcher ça et faire des camions complets qui vont chacun vers un magasin avec les produits issus des différentes usines. Donc, ça, on peut le monter par des routes fixes, mais dans ces cas-là, ça sera peu optimisé, ce qu'on appelle les plans transport, ou on peut utiliser le digital et surtout le digital récent avec des outils optimisés, notamment des algorithmes d'intelligence artificielle et beaucoup de données, qui permet de faire ce choix-là quotidiennement. Pour chaque ordre de transport et chaque groupe d'ordre de transport, parce qu'évidemment, l'intérêt, ça va être de grouper les ordres de transport. On arrive dans le niveau opérationnel. C'est le niveau opérationnel, c'est qu'est-ce que j'ai à livrer, comment je regroupe ça dans les camions, comment je dimensionne les moyens pour pas transporter du vide. Un des points majeurs de l'impact carbone, bien sûr, c'est si on a un camion à moitié vide, le poids de la tonne kilomètre se reporte sur les marchandises qui étaient transportées, alors que si on a un camion plein, on divise par plus de tonnes, par plus de marchandises, et on baisse évidemment le rapport de la tonne kilomètre transportée. On a aussi des pistes, et là-dessus, la digitalisation aide beaucoup. C'est tout ce qui est le dimensionnement des emballages avec des moteurs qui sont capables de combiner les produits en les retournant correctement dans les cartons qu'on a à disposition. Alors après, on peut aussi mécaniser ça et couper le carton au niveau de ce qu'on a chargé, mais c'est différent, c'est une autre approche. Donc, dans tous les cas, c'est du digital. Et on a également, assez classiquement, l'optimisation des tournées. Alors, c'est pas l'optimisation du réseau, hein, l'optimisation des tournées. On sait d'où on part, on va livrer plusieurs clients, et évidemment, on va essayer d'optimiser la tournée du commercial ou tournée du laitier, bien sûr, pour limiter le coût carbone et le coût, tout simplement, les kilomètres parcourus au cours de cette tournée, avec toujours un engagement de service pour satisfaire les clients. Ça reste quand même assez majeur. Et je pense qu'on peut discuter de la suite autour des échanges. Merci beaucoup Isabelle pour ce retour d'expérience et cette présentation des leviers. On a entendu plusieurs mots-clés, entrepôt du futur, entrepôt vert, TMS, mutualisation, optimisation de tournée. Du coup, moi j'ai une première question, c'est est-ce que ce type de levier, ce type d'innovation ou de levier, est-ce qu'il s'adresse à tous ou est-ce qu'elles sont aujourd'hui réservées qu'à un nombre réduit d'acteurs qui pourraient se le permettre? Les aspects mutualisation, je suis désolée, je lisais la question en même temps et ça m'a déconnecté de cette question. Ça, c'est comment
Est-ce que tu peux répéter ta question en Est-ce fait, que c'est les ça? leviers ouais, désolé, est-ce que les leviers évoqués mais tous, hein, Mm. entrepôts innovants, qu'on a pu voir hier à la cérémonie des Agora Oui. Awards, qui ont l'air assez emballants, mais aussi toute la mise en place d'outils, la digitalisation, la mutualisation, l'optimisation des tournées. Est-ce que c'est réservé aujourd'hui à un nombre restreint d'acteurs qui seraient les plus gros donneurs d'ordre, les plus matures, les plus avancés, ou est-ce qu'au final, aujourd'hui, tout le monde peut engager cette transformation? Alors, tout dépend du moyen mis en œuvre, bien sûr. Il n'y a pas une vérité absolue, mais aujourd'hui, oui, tous les types d'acteurs peuvent trouver des leviers pour améliorer leur performance carbone. On peut prendre l'exemple de la mutualisation, par exemple. Ça a commencé par des très gros industriels qui collaboraient entre eux pour mutualiser leurs flux. Et puis finalement, certains prestataires logistiques se sont mis à ouvrir des entrepôts multi-références en proposant d'aller livrer, puisqu'ils avaient les mêmes clients, ces gens-là, dans des camions communs. Donc là où il y a un gisement de valeur, il y aura toujours une société qui proposera un service pour aider les autres sociétés à démarrer. Parce qu'en fait, c'est des services un peu, il faut une expertise, il faut des outils, et donc tout ça, ça devient des services proposés par des entreprises spécialisées à des entreprises dont le métier c'est de faire du produit ou de livrer des produits ou de distribuer des produits, et pas de penser en permanence à ce type d'organisation. Oui, dans les grosses entreprises, il y a des services des personnes qui sont payées pour penser à ce type de levier et à les créer. Pas dans les petites. Donc les petites vont aller sur des services packagés. On pense encore tous les services par exemple pour les petits acteurs du e-commerce ou il y a des services de marketplace qui se sont complétés par des services logistiques. Là aussi, c'est vraiment du clé en main, et c'est ça qui lui permet en fait à toutes les tailles d'entreprise de bénéficier de ces leviers-là aujourd'hui. Super. Donc, ces leviers existent et dépendent, du coup, au final, leur mise en œuvre dépend d'une volonté managériale, d'une volonté des entreprises pour répondre à la demande des clients, mais aussi à l'ensemble des enjeux sociétaux. Du coup, c'est une question qui a été posée par une personne de l'audience sur la mutualisation. Est-ce que les clients acceptent facilement que leurs marchandises soient transportées dans les mêmes moyens que celles de leurs concurrents? Est-ce que, voilà, c'est une question sur cette notion de mutualisation. Isabelle, je ne sais pas si vous avez un avis sur cette question. Oui, l'avis, c'est que la guerre, elle se fait dans les rayons, elle se fait pas dans le camion. Voilà. Et ça, si ça permet à chacun de réduire ses coûts, d'améliorer son impact carbone, d'être plus performant, autant y aller. Nous, on a une tagline chez Generix qui est Collaborate, Accelerate. On se l'applique à nous avec DC Brain, avec, vous voyez, on est 2 éditeurs de logiciels. On pourrait penser que potentiellement on sera un jour concurrent. Bah non, l'idée c'est d'être plus fort ensemble et très sincèrement, surtout sur des sujets comme ça périphériques par rapport au cœur de métier des entreprises. Hein, quand on est distributeur, on gère des magasins, son site de e-commerce, on est industriel, on gère ses usines. Alors, aller chercher de la mutualisation au transport, il faut aussi se faire aider, enfin, ne pas hésiter à se faire aider ou se faire porter par des partenariats, mais plus fort ensemble. Julien, je vous vois qui vous voulez ce point-là sur la mutualisation et sur la notion au final de non-concurrence dans le camion. Nous, on attend un service, hein. On attend un service, on attend un prix et on attend maintenant une tonne kilomètre qui soit moins importante. Donc en fait, pour nous, d'être transporté avec un concurrent, c'est même pas un sujet et en fait on n'en sait rien en fait, hein. On externalise notre transport. Voilà, on achète. Enfin, il n'y a aucune clause qui dit qu'on doit on ne peut pas être avec notre concurrent dans le camion. Ouais. Ok, merci beaucoup Julien. Juste un mot sur sur le sondage qu'on a publié pendant l'intervention d'Isabelle. La première question, c'est: avez-vous défini une stratégie pour réduire les kilomètres parcourus au niveau tactique et opérationnel?
Et globalement, là, on retrouve une majorité de oui, d'ailleurs. Donc oui, c'est un enjeu, alors évidemment écologique, mais aussi de coût, hein. Et et la deuxième question, c'est quelle serait la priorité pour vous sur ces sujets-là? Il y avait 4 réponses possibles: optimisation, report modal, mutualisation et changement de motorisation. Et la première, le sujet qui ressort avec la majorité, c'est optimisation avec environ 40% des voix. Est-ce que ça fait écho à ce que vous retrouvez chez vos clients qui sont, Isabelle, qui sont engagés dans cette dynamique de mise en place de leviers de digitalisation, mais intégrés avec leur stratégie RSE? Oui, il est évident que l'optimisation, c'est le levier le plus accessible parce que l'optimisation, finalement, elle dépend de choisir un bon outil pour le faire, hein. Et donc, c'est une volonté, un investissement, une formation. Alors que les autres leviers, le report modal notamment ou la mutualisation, ça se passe plus au niveau stratégique. Donc, c'est déjà besoin d'une prise de conscience et d'un investissement un peu plus lourd, un peu plus conséquent pour l'entreprise. C'est un investissement mais aussi un changement de mentalité. On l'a vu, pour la mutualisation, il peut y avoir des freins. Voilà. Quant au changement de motorisation, bon, encore une fois, là, c'est le changement de motorisation, ça vaut quand on a sa flotte en propre, ou alors c'est on impose ça, on va rechercher pour certains flux. On sait que le changement de motorisation, il se fait progressivement et puis tout n'est pas encore complètement sec sur quel type de moteur il faut investir. Donc là, c'est plutôt un débat entre les chargeurs et les transporteurs. Donc c'est moins à la portée. Nous, on équipe des chargeurs, donc je vous donne un feedback sur ce que je constate auprès de chargeurs. C'est moins à la portée des chargeurs, en fait, cet élément. L'optimisation est évidemment le levier le plus facile à mettre en œuvre. Merci beaucoup Isabelle pour ce retour. Je propose qu'on passe du coup à la dernière partie. Je suis très heureux du coup de lancer cette partie avec Lucille. Je te passe la parole. Merci Benjamin. Alors, moi, pour commencer ma partie, je voulais rappeler... Alors, j'espérais... Slide. Pourquoi? Voilà. Je voulais rappeler les éléments qui ont été présentés, présentés par la communauté Supply Chain for Good assez dernièrement dans le webinaire autour du calcul de la mesure du CO2 dans le transport. Et puis en fait, qui fait vraiment aussi écho à la présentation d'Isabelle, puisque on retrouve donc dans ces éléments notamment le fait que évidemment la donnée est au cœur de l'ensemble des initiatives de décarbonation, et aussi le fait qu'il y ait énormément de facteurs d'influence et de leviers d'action de réduction du carbone. Donc là, par rapport à l'ensemble de ces actions, une des difficultés qui est mise en avant, c'est comment on peut facilement donc, mettre en place les actions, surtout en mesurer la performance et rendre compte des effets de ces actions. Et comme il y en a beaucoup, c'est vraiment d'autant plus qu'on veut aller vite dans cette décarbonation. Donc, un des gros enjeux finalement qu'il va y avoir, c'est comment choisir le bon levier d'action, celui qui va être le plus efficace. Et un des outils du coup qui va être pertinent, c'est l'outil de... C'est pareil, je n'arrive pas à changer le slide, donc je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez passer au suivant, merci. C'est le jumeau numérique. Donc le jumeau numérique, qu'est-ce que c'est ? Donc j'imagine que la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler, parce que c'est quelque chose qu'on entend, voilà, qu'on utilise plus. Le jumeau numérique, c'est le double digital de l'infrastructure et qui va vraiment représenter le monde réel, complexité. Donc, il va être construit en récupérant la donnée des différents systèmes d'information. Donc, en général, depuis les TMS, ça peut être depuis des fichiers Excel, ça peut être aussi des données qu'on va récupérer
dans la tête des experts métiers ou des experts terrain. Et tout ça va nous permettre de construire ce jumeau numérique qui a pour objectif de simuler ce monde réel de façon à pouvoir tester des hypothèses en fait en laboratoire avant de les mettre en place sur le terrain. Un exemple qu'on pourrait, qui m'amuse de citer, c'est l'exemple du simulateur de vol. Donc, au lieu d'être dans son avion en train de piloter, on est dans un simulateur de vol. Donc, on va avoir exactement les mêmes effets de nos décisions. On va pouvoir les effets des différentes décisions de changement, d'évolution de l'organisation, mais de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique, puisque on va avoir instantanément les résultats sans avoir à mettre en place sur le terrain. Alors, on peut passer au slide suivant. Voilà. Donc, un autre, donc, par rapport à ce jumeau numérique, donc évidemment, il est basé sur la donnée. La donnée est clé, mais la donnée, elle va être alliée à de l'intelligence artificielle pour en tirer tous les bénéfices. Chez DC-Brain, dans notre plateforme, on va avoir 3 niveaux d'utilisation de l'intelligence artificielle basé sur ce jumeau numérique. Le premier niveau, c'est le diagnostic. Comment on va pouvoir évaluer une organisation de façon à savoir comment ça marche. Donc là, pourquoi il y a besoin d'intelligence? C'est parce que des fois, les données ne sont pas complètes, soit elles ne sont pas tout à fait... avoir besoin de l'intelligence pour finalement venir réparer, venir créer ce double digital de la manière la plus proche de la réalité possible. Et un exemple de ce que le diagnostic peut apporter, ça va par exemple identifier les trajets les plus polluants dans votre réseau. La deuxième étape, ça va être la simulation. Donc là, on va se projeter dans le et on va pouvoir tester des hypothèses sur l'organisation, sur les schémas de transport et avoir, donc, comme je disais, pouvoir avoir de manière dynamique et de manière très rapide les résultats de ces décisions. Par exemple, qu'est-ce qui se passerait si je changeais ma flotte? Donc je décide de changer la motorisation ou véhicule sur un ensemble de ma flotte. Évidemment, je vais avoir un impact sur les émissions carbone. Je vais aussi avoir un impact en peut-être des nouvelles contraintes associées à ces nouvelles typologies de véhicules. Et tout ça, je vais pouvoir le modéliser et visualiser comment va se comporter comment vont se comporter mes flux, quels résultats je vais avoir en termes de niveau de service, en termes de coût global, etc. Et la dernière étape, c'est l'optimisation. Donc là, on en a parlé aussi juste avant, où on va aller un cran encore. Là, l'outil, l'intelligence artificielle, va vraiment vous recommander les meilleures décisions, de tester des hypothèses pour évaluer les effets, mais vraiment va se reposer sur l'outil pour faire les recommandations des meilleurs, par exemple, les meilleurs routages. Est-ce que plus j'ai intérêt à faire du direct ou j'ai intérêt à massifier, à faire du transit, que j'ai intérêt à rajouter, à doubler cette ligne, etc. Et ça, donc, si je reprends l'exemple un peu c'est un peu comme si vous aviez un pilote automatique qui, bien sûr, tout en laissant au commandant de reprendre le contrôle à tout moment, et c'est lui qui, à la fin, valide les décisions proposées par l'outil. Voilà, puis je peux finir avec le dernier slide. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'en fait, c'est des éléments qui ont déjà été pas mal abordés par Isabelle. Mais globalement, ces techniques-là de jumeaux numériques et d'intelligence artificielle, elles vont vraiment aider les entreprises à mettre en œuvre et d'actions pour décarboner le transport. Que ce soit autour de la réduction de la demande de transport, la définition du schéma directeur de transport, quelle modalité de transport j'utilise, quelle flotte j'utilise, quel prestataire de transport je vais aller chercher. Et puis, le dernier axe, l'optimisation des ressources qui sont déjà définies. Bonjour, désolé pour cette coupure, cette interruption de service. Effectivement, la digitalisation, ça passe aussi par des bonnes connexions.
et un bon réseau Internet, c'est un prérequis, peut-être avant le reste. Euh, mais cela dit, c'est une problématique qu'on rencontre souvent en entrepôt, par exemple, hein, les connexions dans des zones industrielles isolées. Donc désolé pour ça. J'espère que vous êtes restés fidèles au poste. Et on était en train de discuter d'un des leviers qui est l'IA engagée côté Lucille. Lucille, est-ce que tu peux nous parler de ce point-là? Non, Lucille a pas réussi à se reconnecter encore. Ok. Du coup, tout le monde n'est pas reconnecté. Est-ce que peut-être une question pour Isabelle et pour Julien qui, eux, sont connectés. La notion de jumeau numérique, est-ce que c'est quelque chose qui vous est familier ou pas? Alors, je vais commencer parce que je pense que pour Isabelle, oui. Alors pour nous, c'est assez nouveau, on l'utilise pas du tout, voilà. Mais en fait, on entend de plus en plus parler dans beaucoup de domaines. Alors sur la partie transport, étant donné que nous tout est externalisé, voilà, c'est un peu plus complexe et encore. Mais sur d'autres sujets, effectivement, enfin voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels on est en train de regarder sur on va dire plutôt du moyen terme pour nous. Parce que voilà, c'est encore tout neuf. C'est vrai que c'est en train de devenir un élément peut-être incontournable de l'ensemble des outils à disposition pour les chargeurs ou pour les transporteurs. Isabelle, un avis sur cette notion de jumeau numérique? Un énorme potentiel aux jumeaux numériques. Nous, on est plus dans la partie exécution, parce qu'il y a différents jumeaux numériques. On peut avoir des jumeaux numériques pour simuler, faire des choix de réseau, et un positionnement stratégique. On revient sur ces mêmes thématiques. Nous, on est plus avec nos solutions dans l'opérationnel. Donc, un jumeau numérique pour piloter l'opérationnel. Ça voudrait dire pouvoir, en un temps record, être capable de simuler différentes alternatives à partir de l'identification de choses qui ne se passent pas normalement. Hein. Donc, l'IA va détecter des anomalies et dans un jumeau numérique, projeter les conséquences probables de ces phénomènes de rupture ou d'anomalie ou de choses qui ne se passent pas comme on pense qu'elles auraient dû se passer et voir si un opérationnel ou un manager des opérationnels doit là, dans les 5 minutes ou 10 minutes qui viennent, prendre une décision sur l'exécution par rapport à ce que lui recommanderait le jumeau numérique. Donc là, les champs sont très larges, ça nécessitera une capacité de traitement énorme. Voilà. Donc, je pense que les premières applications de jumeaux numériques sont plus dans les aspects stratégiques et tactiques. Là, nous, on est moins directement impacté, mais et là, on a des énormes promesses avec un potentiel d'apport de valeur évident. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai, c'est une des questions qui est posée par Kader là, en live, qui était quelle est la différence avec un TMS? Un TMS va se concentrer, hein, Isabelle me dira si je me trompe ou compléterait sur l'exécution des opérations de transport, alors qu'un jumeau numérique va servir à la préparation, la planification de ces opérations de transport. Sachant qu'il y a déjà des modules d'optimisation dans les TMS, mais des modules d'optimisation qui sont souvent centrés sur quelques critères qui peuvent être les émissions CO2, qui sont souvent le prix, et qui va permettre de sélectionner le bon transporteur au bon moment. Isabelle, moi, je vais compléter un petit peu les éléments qui ont été faits. Effectivement, nous, on distingue deux grands cas d'usage, de grande temporalité d'utilisation du jumeau numérique. C'est une temporalité tactique où on va utiliser des données moyennées, on va utiliser des référentiels. Donc, la data n'est pas intégrée en temps réel, elle est plus simple à intégrer du coup, mais pour autant, on voit quand même un certain nombre d'erreurs. Il faut avoir la capacité de traiter ces anomalies. Je donne un exemple. Les bases d'adresses, qui est un peu le sujet, qui est un gros sujet sur lequel on aide beaucoup nos clients à nettoyer, cleaner leurs bases d'adresses. Évidemment, pour avoir un jumeau numérique, il faut avoir une base d'adresse propre. Et ce qu'on retrouve dans des outils, dans un certain nombre d'outils, ce sont des bases d'adresses qui ne sont pas forcément propres. On va retrouver des doublons, on va trouver des erreurs sur les codes postaux, on va trouver des erreurs sur les numéros d'OEU, sur l'orthographe de certains noms de villes, etc. Et donc, il faut commencer par nettoyer de la donnée. Donc, même sur la partie tactique, on a besoin
de nettoyer cette donnée. Ça prend, comme c'est tactique et qu'il n'y a pas de rafraîchissement, on va dire temps réel, ça prend peu de temps, mais il faut quand même faire le travail. Et puis après, sur la partie opérationnelle, le jumeau numérique, c'est un outil d'aide à la décision qui est en amont du TMS. Et là, en revanche, il faut s'interconnecter. Il faut s'interconnecter avec le TMS et c'est des projets qui sont un peu plus compliqués. Ok, sur ce point-là, sur le point du jumeau numérique, je ne sais pas si Lucille est revenu parmi nous, je ne crois pas. Je complémente juste la notion de jumeau numérique avec le sondage qu'on a publié. À quelle fréquence mettez-vous à jour vos plans de transport? Et on est aujourd'hui, donc la majorité des répondants, la 2/3, nous répondent une fois à minima par trimestre. Je vais donc malheureusement Lucille ne peut pas se reconnecter, donc je vais conclure ce brain up en m'excusant déjà pour les problèmes de connexion, mais bon, ça arrive. C'est effectivement un prérequis indispensable pour la digitalisation. En remerciant l'ensemble des participants, en vous remerciant Isabelle et Julien pour vos interventions de qualité, et puis assez emballante parce qu'on sent bien qu'il y a une tendance, de fond qui est en train de se mettre en place, que toutes les entreprises l'adoptent. J'ai bien aimé la notion d'ambassadeur au niveau local évoqué. Il y a un certain nombre de termes qui font mouche évidemment. La collaboration entre acteurs, entre chargeurs et transporteurs. Et je pense que c'est un des sujets qui est revenu à chaque intervention. Et puis voilà, l'IA, les doubles digitaux, et puis finalement la digitalisation et le besoin d'utiliser, d'exploiter les données qui remontent, le besoin de mesurer aussi. Donc merci encore. On va publier le compte rendu du brain up dans les prochains jours. N'hésitez pas à le télécharger et puis à le partager. Et puis on vous donne rendez-vous le 13 juin pour le brain up numéro 12 sur les facteurs clés de réussite avec l'intelligence artificielle dans le monde du transport. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir le 13 juin. Merci beaucoup et très bonne journée à tous.